Donc, je vous parle un peu de ventilation mécanique aujourd'hui, de ventilation plutôt invasive. Vous avez déjà vu des patients intubés ventilés? C'est déjà arrivé? Donc on va essayer en une heure, c'est très très court, on pourra faire les concepts, et puis si vous avez des questions, ben, vous les poserez. Alors, la première ventilation décrite chez l'homme, en fait, c'est pas si récent que ça. C'est ce monsieur, là, monsieur, il s'appelle Vesalius, c'est un anatomiste suisse. En fait, et ce qu'il a fait, si vous regardez un peu sur le côté droit de la... Alors, ça marche sur le petit écran, pas sur le grand écran. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'amusait, entre guillemets, à assommer des animaux. Alors, on voit, c'est une brebis. Donc, il les assommait à grands coups de bâton, et la brebis faisait l'apnée et elle mourait. Et puis à un moment, ce qu'ils ont fait, ben, c'est qu'ils ont fait une petite trachéotomie. Si vous regardez bien, ils sont en train de lui mettre une petite paille dans la gorge, et puis ils ont soufflé à travers cette paille, et donc ils ont ventilé le poumon. Et en fait, la survie était prolongée, parce que bah, on assurait une ventilation entre guillemets artificielle. Donc ça, c'est bien sûr assez ancien, et depuis, les choses ont un peu évolué. Alors, de manière très paradoxale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on a réfléchi un peu à l'envers au début de la ventilation artificielle. La ventilation artificielle, ça date à peine d'un siècle. Et au début, on a réfléchi par rapport à la physiologie. Quand vous respirez en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous contractez votre diaphragme, ça crée une dépression autour du poumon, donc une pression négative au niveau de la plèvre. Et comme la pression est à zéro dans la pièce, au niveau de la bouche, la pression est négative dans les alvéoles, une pression négative transmise à travers la dépression pleurale, ben, l'air rentre dans le poumon. Et donc, au début, quand on a essayé de réfléchir à la ventilation de patients défaillants, eh bien, on a voulu recréer ça, c'est-à-dire recréer autour de leur thorax et de leur abdomen, de manière cyclique, une dépression. Et c'est ce que vous voyez donc en haut et à gauche, c'est ce qu'on appelle le poumon d'acier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et donc, ça, c'est la première manière qu'on a eu de ventiler. Vous voyez que par rapport au ventilateur qu'on a actuellement, ça prenait un petit peu plus de place, c'était un peu plus encombrant, et ça posait des problèmes techniques. Et puis après, ben, on a un peu réfléchi en se disant peut-être que si on poussait de l'air, donc si on avait une pression positive au lieu de générer une pression négative, ce serait plus simple. Et vous voyez en bas, par exemple, à gauche, c'est un des premiers respirateurs. C'était les dentistes qui utilisaient ça. C'est les frères Draeger. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être pour celles et ceux qui faites un peu attention. C'est une grande marque de respirateurs. Ça existe encore. Ils sont bons, les frères Draeger. Et vous voyez, il y a un petit masque et en fait, il y a une manivelle. Et donc, on mettait ça sur le visage des patients, on tournait. Ça administrait de l'air et de l'éther et ça les endormait. On pourrait leur arracher les dents. Et puis après, ben, on a créé des respirateurs. Alors, dans les années 50, vous voyez en haut à droite, c'est un respirateur, il fait 150 kg, il y a 3 boutons. Hein. Et puis maintenant, on a des respirateurs ultra performants et je vous montrerai quelques-uns. Ça, c'est en fait le début de la réanimation et le début de la ventilation artificielle. C'est cette époque, c'est les années 50. C'est les grandes épidémies de poliomyélite. Alors, on n'en voit plus, hein, c'est une maladie qu'on ne voit plus. Mais ça a entraîné une insuffisance respiratoire périphérique. Ça détruisait le motoneurone respiratoire. Donc, les gens étaient conscients, mais n'arrivaient plus à respirer. Et donc, vous voyez, ben, il y avait des grandes salles comme ça où on mettait des dizaines de poumons artificiels, hein, ce qu'on appelle le poumon d'acier. On voit la tête qui dépasse, c'était complètement hermétique. Et puis, il y a une machine qui créer de la dépression autour du thorax de manière cyclique. Oui, il y a des petits, des grands, il y a des pédiatriques, il y a des adultes. Et juste entre parenthèses, pour celles et ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la médecine, le SAMU en fait, est né à cette époque, au moment où on a fait les premiers transferts de patients sous poumon artificiel d'un hôpital à un autre. Il a fallu créer des ambulances adaptées. Et donc, les SMUR que vous voyez tous les jours aujourd'hui, leur histoire, en fait, ils sont nés de cette époque, donc des années 50. Alors, depuis, bien sûr, les choses ont beaucoup évolué. Et donc, ben voilà, années 54, on avait ce respirateur avec 4 gros boutons, une sorte de soufflet, truc ultra simpliste. Et maintenant, si vous faites un peu de SMUR ou si vous allez dans les services d'urgence, on a ce type de respirateur. Alors celui-là, c'est un modèle T60. Alors il est très utilisé notamment parce que il a été beaucoup utilisé pour le Covid, pour le transfert de patients respiratoires graves. Il y a maintenant quelques années avec notamment les TGV Covid. Donc on en a beaucoup fabriqué en France. Et c'est des respirateurs qui, pèsent 3 kilos, ont une autonomie électrique de plusieurs heures et ont une performance mécanique similaire à des respirateurs de réanimation. Ça veut dire que maintenant, en dehors de la réanimation, en SMUR, aux urgences, on peut faire de la ventilation assez sophistiquée. Alors le respirateur, c'est quoi? C'est ce que je vous ai montré, c'est un appareil pneumatique. Alors avant, c'était des pistons, maintenant c'est des turbines, donc c'est piloté par un ordinateur et c'est des turbines qui tournent très très vite et qui permettent de pressuriser très très vite les tuyaux. Et donc
au final le poumon du patient. Alors, ces respirateurs, alors pour nous, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dedans. Ce qui est important, c'est qu'il y a des boutons de réglage, c'est comme votre voiture, hein, vous ne connaissez pas le moteur, mais vous savez qu'il faut accélérer, qu'il faut démarrer, il faut passer les vitesses. Et puis maintenant, les respirateurs, et vous l'avez vu sur la diapositive précédente, il y a des écrans, et des écrans avec des courbes qui nous renseignent en fait sur l'état du patient. Et en fait, on mesure quoi? La pression en fonction du temps et le débit d'air, le mélange gazeux qui rentre et qui sort du poumon en fonction du temps. Et là aussi, en 1 heure, on ne pourra pas discuter de tout ça, mais l'analyse de ces courbes nous permet de faire des diagnostics de certains états pathologiques ou d'incidents liés à la ventilation, et donc de pouvoir modifier nos réglages. Alors, les modes ventilatoires, comment on ventile les patients? Alors, en médecine d'urgence, aux urgences, vous le voyez de temps en temps. C'est vrai qu'on le voit beaucoup plus en réanimation, au bloc opératoire, mais c'est quand même une ventilation qu'on utilise, la ventilation en mécanique artificielle en médecine d'urgence. En fait, il y a 2 grands types de ventilation. Je ne sais pas si déjà vous avez la notion, c'est invasif et non invasif. Non invasif, globalement, vous avez un patient qui est relié au respirateur, mais il est conscient, il y a un masque sur le visage qui est attaché avec un système de fixation. La plupart des patients adultes, pas les enfants qu'on traite avec ce type de ventilation non invasive, on les met en ventilation spontanée, c'est-à-dire que c'est eux qui respirent, et à chaque fois qu'ils respirent, la machine pousse. Elle sait que le patient a inspiré, donc elle va pousser de l'air pour l'aider à respirer. Ce qu'on appelle la VNI, vous avez déjà entendu parler de ce cycle, la ventilation non invasive. Il y a 2 grandes pathologies, mais là aussi, je n'aurai pas le temps de revenir dessus, pour lesquelles on utilise cette technique en médecine d'urgence. C'est le BPCO qui décompense, et là, il y en a pas mal en ce moment, et l'OAP, cardiogénie. Les 2 grandes étiologies pour lesquelles il y a des preuves, de très haut niveau de preuves, qui montrent que ça diminue le risque d'être intubé, le risque de décéder même après le BPCO. Et puis, il y a le mode invasif, c'est le patient qui est intubé, hein, ou qui a une trachéotomie. Donc là, il y a une prothèse trachéale, il y a un tuyau qui va dans la trachée. Et puis après, une fois que les patients, on a réglé sur notre respirateur invasif ou non invasif, il faut trouver des modes. Et les modes, il y en a plein. Si vous regardez les respirateurs, alors c'est compliqué aussi en 1 heure de vous faire tous les modes, parce qu'en fait, les constructeurs, ils ont beaucoup écrit les modes avec des initiales et des acronymes. Donc en fait, vous avez la VAC, la VACI, la VS7PEP, la SIMV, enfin bon, c'est des trucs qu'on s'y perd. En fait, c'est ce que je dis à chaque fois aux internes de médecine d'urgence, c'est comme si vous aviez une machine où il y a plein d'options possibles. En fait, nous, on utilise 2 options. D'accord? Il faut juste connaître les 2 modes ventilatoires qui sont intéressants. Et pour l'adulte, l'adulte intubé, en fait, il y a un seul mode qu'on utilise. Il y en a 10 de proposés, il y en a un seul. Donc, on va discuter un petit peu de ces différents modes, les modes assistés, contrôlés. Il y a des modes en volume et des modes en pression. En fait, vous allez voir que c'est en fait assez simple, mais souvent on oublie, parce que comme c'est un peu de la physique, après il faut revenir dessus. Une semaine après, on a un peu oublié. Alors, voilà, ça c'est ce que vous pouvez avoir sur les respirateurs. Et je peux vous dire que même au bout de quelques années, si vous n'avez pas été regardé à chaque fois à quoi ça correspond, on s'y perd, quoi. Et le problème, c'est que l'industrie fabrique des modes, c'est-à-dire qu'elle propose des modes un peu gadget, en disant, moi j'ai un respirateur qui fait le seul mode qui, je ne sais pas moi, est utile pour tel type de patient. Et donc, c'est un réglage un peu particulier. En fait, on s'aperçoit que ces modes, ils sont proposés, et quand ils sont évalués sur des essais, en fait, sur des patients, ils n'apportent rien. Par contre, ils sont sur les machines. Vous avez plein d'acronymes sur les machines. Donc, il faut savoir un peu faire le tri. Et en fait, il y en a plein qu'on peut oublier. Il y en a un seul qu'il faut utiliser chez l'adulte, intubé, c'est la ventilation assistée contrôlée, la VAC. D'accord? Alors, comment on va régler un mode respiratoire? Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. En fait, le respirateur, quand vous l'allumez, que le patient est intubé, vous allez choisir un mode. Je vais vous dire, chez l'adulte, c'est VAC, donc ne prenez pas la tête. Et puis après, il va falloir régler un certain nombre de choses. Alors, tout ça est à régler, tous ces réglages. C'est-à-dire que quel volume vous allez demander au respirateur qui va souffler dans le patient à chaque fois, à quelle fréquence. Il y a un rapport issureux. Vous savez que vous, quand vous respirez, votre temps inspiratoire n'est pas le même que le temps expiratoire. Donc là aussi, comme c'est le respirateur qui va reprendre la main sur la ventilation, si vous dites
je fais l'inspiration en 3 millisecondes et puis l'expiration en 5 secondes, vous comprenez bien qu'il y a un truc qui va pas bien se passer parce qu'il n'y a pas assez de temps pour inspirer, et inversement. Et donc, il y a certaines pathologies où on va régler ce rapport. Par exemple, l'asthmatique, il perturbe très peu l'asthmatique. Vous savez que l'asthmatique, il a une gêne à l'expiration, aussi à l'inspiration. On va essayer de privilégier le temps expiratoire pour qu'il puisse vider son poumon parce qu'il a un bronchospasme. Donc c'est un exemple pour vous dire qu'on peut jouer sur ce rapport. Et ça, sur le respirateur, on peut le régler. Et puis, il y a d'autres petites... alors c'est plus, un peu plus sophistiqué, entre guillemets. C'est le trigger. Je vais vous expliquer ce que c'est le trigger. C'est le signal nécessaire pour que le respirateur comprenne que le patient inspire. Des fois, il peut avoir une respiration spontanée. Et le respirateur, il doit le reconnaître. Donc, c'est ce qu'on appelle le seuil de déclenchement. Et puis après, il y a d'autres petites choses, mais on verra si on a le temps d'en parler. Alors, quand vous regardez, quand vous allumez un respirateur, alors là, c'est la capture d'écran du Monal T60, celui que je vous ai montré, qui est de plus en plus utilisé dans les services d'urgence. Ben, vous allez, par exemple, vous voyez, je vous propose les modes, c'est assez simple, c'est de plus en plus intuitif. Maintenant, ces respirateurs, ils sont essentiellement tactiles. Vous choisissez invasif, non invasif. Si vous voulez brancher un patient sous VNI, ben, vous allez cliquer sur non invasif. Si vous voulez, il est intubé, vous allez cliquer sur invasif. Alors pourquoi c'est important de choisir l'un ou l'autre? Parce qu'en fait, vous pouvez faire n'importe quel mode en invasif, n'importe quel mode en non invasif. Si vous mettez en non invasif, en fait, l'appareil, vous savez que quand vous avez un masque et le respirateur qui pousse de l'air, il y a des fuites souvent. Hein, tout l'air qui est poussé ne va pas dans le patient. Ça fuit un peu, ça fait un peu de bruit. Et le respirateur, maintenant, il arrive à détecter ces fuites et il les compense. Donc si vous réglez un mode non invasif, vous lui dites, il faut que tu compenses et que tu essayes de calculer les fuites. Alors quand c'est invasif, on part du principe qu'il n'y a pas de fuite. L'air passe à travers une sonde d'intubation avec un ballonnet gonflé. Normalement, tout ce qui rentre sort par le même endroit. Donc tout ce qui rentre par le respirateur sort par le respirateur. Donc c'est important de choisir le invasif ou non invasif. Après, le mode VAC. Alors le mode VAC, vous avez peut-être entendu parler déjà, on le met en VAC, souvent les urgentistes dans ce raccourci de propos. Donc le mode VAC, c'est quoi? C'est une lettre, un mot, volume, assisté, contrôlé. D'accord. Alors c'est quoi volume? Ben, c'est ce que vous allez régler, c'est le volume courant que vous allez régler. Assisté, ça laisse la possibilité au patient de déclencher le respirateur. C'est-à-dire que si jamais il inspire parce que il n'est pas bien sédaté ou parce qu'il est dans un coma un peu fluctuant, il y a un moment, il va avoir une activité spontanée, et ben, le respirateur va le reconnaître, il va pousser de l'air au moment où il va inspirer, et puis c'est contrôlé. Contrôlé, ça veut dire qu'il va avoir des cycles contrôlés, c'est-à-dire que quand vous allez régler par exemple 500 de volume courant x 15 par minute, vous êtes sûr que votre patient il aura toujours 500 x 15. Ces 15 cycles, ils sont contrôlés. C'est vous qui les contrôlez. C'est vous qui avez dit à la machine, vous poussez 15 fois 500. Par contre, le fait qu'il est assisté, si jamais il a 2-3 inspirations dans la minute, il va avoir 2-3 cycles en plus des 15. D'accord? Si vous le mettiez en volume contrôlé, vous l'empêchez en fait de déclencher. Quand il va inspirer, la machine elle ne va pas comprendre, elle ne va pas ouvrir sa valve. Il aura toujours 15 fois 500, mais jamais plus. C'est pour ça qu'on les met toujours en volume assisté contrôlé, parce qu'ils ont toujours la fréquence et le volume que vous avez réglé. Et si jamais ils ont une petite activité inspiratoire, ils vont avoir un peu plus. Ils sont, on appelle ça récompensés entre guillemets quand ils inspirent. Donc le volume, alors ça c'est deux, trois petites choses à connaître. Comment on règle un volume courant? Vous savez qu'en médecine, souvent c'est notamment en pharmacologie, est-ce que je fais en fonction du poids, du idéal, du poids réel, les patients sont en surpoids? Comment on règle un volume? C'est pas comme le médicament. Le volume courant qu'on règle sur un respirateur n'est pas en fonction du poids du patient, mais de la taille. Si vous mettez un volume courant en fonction du poids à quelqu'un qui fait 1,60 m et 150 kg, vous allez lui exploser le poumon. Vous allez surdistendre le poumon et l'abîmer. Donc en fait, le volume courant, c'est vraiment en fonction de la taille. Donc c'est de la taille idéale. Donc c'est le poids prédit par la taille. Vous avez des abats, vous avez des formules, vous connaissez ça, hein, en fonction femme-homme. Nous, on fait un peu, souvent on fait un petit peu au jugé, quoi. Hein, mais on n'est pas à 5-10 millilitres. Mais en gros, c'est le principe.
Un patient obèse, il ne faut pas lui mettre un volume courant en fonction de son poids, sinon vous lui exposez le poumon. Et les volumes courants, en fait, on est un peu revenu par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques décennies, c'est 6 à 8 millilitres kilo de poids idéal. Alors c'est important parce qu'avant, et souvent en médecine, quand on reprend l'historique de la médecine, on s'aperçoit qu'on a des idées un peu, on a des idées qui sont un peu sur une sorte de réflexion physiopathologique. Et quand on essaye d'évaluer l'efficacité clinique, on s'aperçoit qu'on n'a pas été dans le bon chemin. Par exemple, il y a un moment où on ventilait les patients pour normaliser leur gaz du sang. On voulait normaliser leur PCO2. Et ben, parfois, il fallait mettre des volumes courants très importants. Et en fait, normaliser la PCO2, ce n'est pas un problème d'avoir une PCO2 élevée, sauf cas particulier. Par contre, mettre trop de volume dans un poumon, on sait que ça tue le poumon et ça aggrave les patients. Donc en fait, depuis maintenant quelques années, on sait qu'il faut assurer ce qu'on appelle une ventilation protectrice, une ventilation qui n'aggrave pas la lésion pulmonaire, qui n'entraîne pas en soi de lésion pulmonaire. Il y a plein d'expériences qui ont été faites chez les animaux. Prenez des animaux, vous les ventilez avec des volumes adaptés, des volumes courants adaptés à leur taille, vous leur mettez des volumes courants plus élevés, en fait, vous détruisez le poumon du rat, par exemple. Et donc, c'est important d'avoir, et il y a eu des études qui ont été faites chez l'homme aussi en réanimation, on s'est aperçu que quand on faisait une adaptation de ces volumes courants, donc, on diminuait la mortalité liée à la ventilation. La ventilation mécanique, ce n'est pas un médicament, hein. Ce n'est pas comme un antibiotique. Quand vous avez une pneumopathie, vous mettez l'augmentin à quelqu'un qui a une pneumopathie, vous allez guérir la maladie avec l'augmentin. La ventilation mécanique, elle n'a jamais guéri de pneumopathie, elle n'a jamais guéri de maladie inflammatoire du poumon, de contusion pulmonaire. La ventilation mécanique, elle ne sert simplement à attendre que la maladie sous-jacente, elle guérisse. Et elle permet en fait de pallier à la défaillance respiratoire. Donc elle permet l'oxygénation du patient, le temps que la pneumopathie guérisse, le temps que le syndrome de détresse respiratoire aiguë se résorbe, qu'il n'y ait plus de phénomène inflammatoire. Mais la ventilation mécanique n'est pas thérapeutique, elle n'a jamais traité une maladie. Elle permet simplement de gagner du temps, le temps que la maladie guérisse. Par contre, elle peut être délétère. Si vous ventilez mal votre patient, vous allez aggraver la pathologie sous-jacente, voire vous allez créer des lésions pulmonaires. C'est important, il y a un message important, c'est faire attention au volume courant. Alors le débit, comment on insuffle, comment la machine, elle pousse de l'air dans le poumon du patient. Alors ça, vous pouvez pousser de l'air avec un débit constant, avec un débit maximum au début de l'inspiration, puis qui diminue. Globalement, la majorité des machines, maintenant, elles font ce qu'on appelle du débit carré, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la valve inspiratoire s'ouvre et que la respirateur pousse de l'air, c'est toujours à la même vitesse, toujours le même débit. Et donc, c'est assez important, enfin, c'est pas... c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, le volume qu'on pousse, c'est l'air sous la courbe, hein. Vous savez que le temps, le débit, ça fait du volume. Donc, les machines, maintenant, elles ont des débits carrés. Alors, je vous ai dit qu'il y a les volumes, on est dans un mode volume assisté contrôlé. Donc, on a réglé un volume, une fréquence, et puis on va laisser le patient la possibilité de pouvoir respirer en plus. Et donc, il faut qu'il puisse déclencher le respirateur, et surtout que le respirateur, il reconnaisse quand est-ce que le patient, il inspire. Et donc, c'est ce qu'on appelle le système de déclenchement trigger. Alors, initialement, c'était une sorte de jauge de contrainte, c'était un capteur de pression dans le respirateur. Quand le patient aspirait, déprimé dans le tuyau, c'était transmis au respirateur. Le respirateur disait: ah, bah voilà, c'est en dessous du seuil qu'on va régler. Le patient inspire, là, je lui pousse un volume courant. Maintenant, il y a des choses un petit peu plus sophistiquées sans rentrer dans le détail, et il y a des systèmes un petit peu plus sensibles, en fait, pour reconnaître l'inspiration du patient. Donc ça, quand on est en ventilation assistée contrôlée, pour régler c'est un réglage qui est sur le respirateur, il faut le régler. Alors, il y a les modes assistés, il y a les modes contrôlés. Les volumes assistés, c'est le volume courant qui est délivré après que le patient est déclenché. Contrôlé, c'est ce que vous avez réglé comme fréquence. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Le respirateur délivre le volume pré-réglé à la fréquence que vous avez réglée. Alors ça, c'est pour vous donner une idée de ce qu'il y a sur les courbes des respirateurs. En haut, vous avez la pression qui règne dans les voies aériennes. En bas, vous avez le débit. Et vous voyez que quand le débit est positif, hein, par convention, quand le débit rentre dans le patient, il est positif, et ben, vous avez une pression qui monte, c'est normal, on gonfle le poumon. Et puis, au moment de l'expiration, la pression diminue. Et puis en fin d'expiration, vous voyez que la courbe noire, elle revient à zéro, il n'y a plus de débit, le poumon a retrouvé son état d'équilibre. Et puis, il y a
un cycle suivant qui va être généré. Alors, pour celles et ceux qui vont faire un petit peu de médecine d'urgence, et de toute façon on en reparlera, c'est quoi les réglages standards d'un patient, on va dire, morphologie normale qui est en VAC? Donc, globalement, vous réglez 500 de volume courant, voire un peu moins. Alors, quelle est la fréquence normale d'un patient? Alors, c'est toujours la grande question. Bon, en gros, c'est entre 12 et 18, quoi. Alors, 14, 15, 16, c'est pareil. Le seuil de déclenchement, ben, le seuil de déclenchement, en fait, là, je vous ai mis une unité, c'est en centimètres d'eau. Il faut oublier, parce qu'en fait, dans les respirateurs, maintenant, c'est des unités, c'est un peu mixte. Donc, il faut se souvenir qu'il y a une valeur. Souvent, c'est entre 1 et 10, on va dire. Plus c'est bas, plus c'est sensible. Moins le patient va devoir faire d'efforts pour déclencher le respirateur. Plus c'est haut, plus le patient doit tirer fort pour que le respirateur déclenche un volume courant. On ne va pas rentrer dans les détails de savoir s'il faut le régler sensible ou pas sensible, mais il faut le régler. Et donc en VAC, en ventilation en volume assisté contrôlé, votre patient, là, il aura de toute façon 500 ml 14 fois par minute, c'est sûr, c'est vous qui lui avez dit. Et puis si jamais il respire un peu, s'il respire 2 fois par minute, il aura 2 fois 500 en plus. S'il respire 0 fois 500, il aura 500 fois 14 plus 0. D'accord. En gros, c'est intéressant parce qu'on a des patients, nous, qui sont un peu instables, ils font les curaries au début, donc ils ne respirent pas du tout. Et puis après, ils se décédatent un peu, ils sont un peu stimulés, ils ont une ventilation spontanée qui réapparaît. Ben, quand vous êtes en ventilation assistée contrôlée, vous permettez au patient, ben, quand il inspire, que le respirateur pousse. Ne pas le mettre en VAC, en fait, le mettre simplement en volume contrôlé, c'est-à-dire uniquement le volume courant x 14, et puis rien d'autre, pas de possibilité. Il faut imaginer que si le patient inspire, l'image que je donne, moi, c'est que vous êtes dans l'eau, vous respirez à travers un roseau, et donc il y a un moment, il y a votre copain au-dessus, il met le doigt sur le roseau, donc vous inspirez, puis il n'y a plus rien qui vient, quoi. Ça, c'est hyper inconfortable, et ça crée ce qu'on appelle la désadaptation entre le patient et le respirateur. Donc c'est pour ça qu'on évite de les mettre uniquement en volume contrôlé. Le I sur E, je vous ai parlé du rapport I sur E, ça aussi, on peut le régler sur le respirateur. Normalement, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour expirer que pour respirer. L'expiration, c'est complètement passif en ventilation. C'est-à-dire que autant quand vous êtes branché à un respirateur, le patient est branché à un respirateur, on peut modifier plein de choses sur l'inspiration. On peut faire monter le débit plus ou moins vite, le débit constant, le débit décélérant. L'expiration, on ne fait rien. Le respirateur, il n'aspire pas. On ouvre la valve expiratoire et le patient, il va vider son poumon, mais en fonction de son poumon. S'il a un poumon qui a des bronches très résistives, il va le vider très très lentement. S'il a un poumon très rigide, il va le vider très très vite. Et c'est les caractéristiques du poumon qui vont impacter l'expiration. Mais nous, on ne règle rien sur l'expiration. Donc souvent, on dit que le poumon normal, il revient à son équilibre en moins de 2 secondes. Donc vous voyez que si par exemple, vous réglez un patient, c'est plus simple pour calculer, mais on fait un volume courant x 15, le cycle respiratoire il fait 4 secondes, hein. 15 fois 4, ça fait 60 secondes. Et ben, vous voyez que sur 4 secondes, si vous avez un I sur 1 sur 2, vous avez largement plus de 2 secondes pour l'expiration. Donc votre patient, il se vide complètement. Il y a certaines pathologies où on a plus de mal, hein, notamment l'asthme, le BPCO par exemple, où le patient peut avoir plus de mal à revenir à son état d'équilibre, et là, il faut modifier éventuellement ce réglage. Donc ça, c'est juste pour vous montrer sur la courbe de débit. Alors pour celles et ceux qui ont un petit peu regardé déjà les courbes de ventilation, là, c'est une courbe de débit en fonction du temps. Donc vous voyez que quand il y a le créneau là, du château fort, bah, c'est l'inspiration, là, à gauche, la première chose que vous voyez. Et puis après, il y a l'expiration. Et vous voyez que sur cette diapositive, le temps expiratoire à gauche, il n'est pas suffisant. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le débit expiratoire, ici, il n'est pas revenu à 0 alors que l'inspiration suivante, elle commence. Donc là, vous avez un phénomène qui n'est pas du tout recherché, qui est même délétère. Là, on a rallongé l'expiration, on a laissé plus de temps au patient pour s'expirer. Là, ça revient à 0. D'accord? Donc là, il n'y a plus d'expiration, le poumon est à l'équilibre, et là, on repousse un volume courant. Vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est une pression, hein, là, en fait. Enfin, là, c'est un débit, mais c'est synonyme de quelque chose. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un phénomène qu'on essaye d'éviter en ventilation. C'est l'autopep, la PEP intrinsèque. Ça vous dit quelque chose? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez un patient
qui n'a pas vidé complètement son poumon, et ben, au moment où l'autre inspiration arrive, il reste une pression positive dans le poumon. Et si vous répétez ça plusieurs fois de suite, vous allez avoir un patient qui va être un peu distendu. Et donc, il va y avoir trop de pression dans le poumon et trop de pression dans le poumon qui vont appuyer sur les cavités cardiaques. Et donc, ça, c'est délétère et ça peut entraîner des problèmes hémodynamiques. Donc, c'est des choses qu'on essaye d'éviter. Et sur les courbes qu'on voit sur nos respirateurs, on arrive assez vite à dépister ça, puisque il suffit de regarder, et puis quand vous voyez que la courbe ne revient pas à zéro, vous savez qu'il y a un problème. Alors, le déclenchement, là, on vous dit que souvent les patients ils étaient en volume assisté contrôlé, donc ils pouvaient déclencher le respirateur. Donc, sans parler du mécanisme, comment on règle ce seuil de déclenchement, le plus important, c'est sa valeur et son réglage. Globalement, vous avez un bouton, il y a marqué seuil de déclenchement sur le respirateur, ou trigger, et vous avez une valeur entre, alors ça dépend des respirateurs, c'est 1 et 10, ça peut être 0,5 à 12, enfin, valeur petite à valeur très haute. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand votre patient il inspire, vous voyez que là, vous avez une courbe de pression, vous voyez qu'il y a une petite dépression, c'est-à-dire que là, il a tiré, et à partir du moment où ça passe en dessous de la valeur que vous avez réglée, le respirateur il dit tiens, mon patient inspire, je vais pousser mon volume. D'accord? Donc ça, c'est le seuil de déclenchement. Je passe. Et donc sur la courbe, c'est ce que vous voyez par exemple. Là, vous avez toujours des courbes débit en bas, on est bien d'accord? Pression en haut. Sur la partie gauche de la courbe, vous avez un cycle dit contrôlé. Le respirateur le patient n'a pas déclenché, c'est le respirateur qui a poussé. Et sur la partie droite, vous voyez que le patient a un peu inspiré, donc il a créé une petite dépression. C'est ce que j'ai mis en touré, là, ce que j'ai un peu zoomé. Et donc, il a compris que le patient inspiré, il pousse un volume courant. Donc c'est un cycle assisté. Donc là, on est en volume assisté contrôlé, un cycle contrôlé, un cycle assisté. Alors, comment on règle le trigger? Le grand principe. Le problème, c'est quand vous le réglez trop sensible, ben, le risque, c'est que en fait, le respirateur, il reconnaisse à tort des choses qui ne sont pas l'inspiration du patient. Par exemple, quand vous roulez dans un camion de SMUR, ben, les vibrations, quand vous passez sur un dos d'âne, des vibrations qui sont transmises au tuyau du respirateur, et puis ben, ça va déclencher. Et donc là, vous allez avoir un patient qui va avoir 50 de fréquence respiratoire, alors qu'il ne respire pas à 50. Donc ça, c'est pas très bon. Par contre, si c'est trop haut, ben, vous allez je sais pas, demander au patient de faire un effort surhumain pour déclencher le respirateur. Donc en fait, en fonction de la pathologie, on règle le trigger. Par exemple, si on a un BPCO qui est très fatigué de respirer et qui est en ventilation non invasive, on a intérêt à mettre un trigger le plus bas possible pour qu'il ait le moins d'efforts possible, parce que l'idée, c'est quand même de suppléer sa défaillance respiratoire. Un patient jeune qui est dans le coma, qui est intubé pour un traumatisme crânien, on s'en fiche un peu que le trigger soit un peu plus élevé, parce que le problème, il n'est pas respiratoire. Donc on évite l'autodéclenchement. J'ai juste une question, justement, s'il est trop haut, le trigger, c'est pas juste qu'on passe en mode contrôlé? Alors, oui, on passe en mode contrôlé ou pas. Du coup, on empêche le patient de faire les respirations, Alors, mais il nous, peut le faire, mais en tout cas, le problème, c'est qu'il va faire un effort très important avant que ça déclenche. Et s'il n'arrive pas à faire l'effort trop important, oui, ça sera comme s'il était en contrôlé. Donc, c'est pas le but. Mais du coup, on n'utilise jamais le mode contrôlé. Alors, si, alors ça se fait dans certains. Quand on est au bloc opératoire, en anesthésie, où le patient est curarisé, on moniteur la curarisation, qu'on sait que de toute façon, il n'a jamais respiré parce que l'anesthésiste il est en permanence devant le patient et qu'il il sait qu'il n'y a pas de. Là, on peut les mettre en contrôlé. Donc voilà. Mais en situation d'urgence où nos patients sont fluctuants, nos patients sont stimulés, ne sont pas vraiment stabilisés, il vaut mieux les mettre en relation assistée contrôlée. Et si jamais le patient n'a aucune activité inspiratoire, c'est comme s'il était en contrôlé. Oui. Mais au moins, on lui laisse la possibilité. De respirer. Voilà, parce qu'en fait, nous, notre réalité, notre quotidien, c'est on le prend en charge sur le bord de la route. Il est intubé avec le fémur traumatisé, le fémur en vrac. Au début, la sédation, ça va à peu près. Une fois qu'on l'a intubé, on l'installe dans l'ambulance. On commence un peu à le manipuler, donc on le stimule un peu, même s'il est sédaté, il va avoir une réactivité, il va recommencer un peu à respirer. On va commencer à rouler, on va arriver au déchocage, pof, on le met sur le brancard, on descend le brancard de l'ambulance. Il y a des petits pardon. Tant qu'ils ne sont pas à plat dans un lit en réanimation, on les laisse tranquilles. C'est des patients hyperstimulés en fait.
Donc, si on les met en contrôlé et on ne leur laisse pas la possibilité éventuellement de respirer, il y a plein de moments où ils vont inspirer contre un tuyau bouché, quoi. Et c'est pas très bon. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre en VAC, quoi. Voilà, avec les problématiques du trigger. Alors, vous savez, ceux qui font de la médecine d'urgence, on reverra ça prochaines années sur comment on règle le trigger notamment, mais là, c'est un petit peu... on n'a pas assez de temps. Après, sur un respirateur, c'est comme un scope, vous avez des alarmes. Donc, on règle les alarmes. Vous réglez les alarmes, alors souvent elles sont réglées de manière automatique, mais après vous pouvez régler en fonction du type de patient. Bah, vous allez, si vous avez par exemple un volume courant à 500 x 14, vous avez 7 petites minutes de ventilation, vous allez régler votre alarme minimum et alarme maximum pour que s'il y a un problème, ça sonne. C'est comme pour les alarmes de scope, de fréquence cardiaque. Vous avez des alarmes de pression, des alarmes de volume. Alors, juste petite attention sur l'alarme de pression. Vous savez que vous allez régler une alarme de pression. Si la pression monte trop, pour une raison X ou Y, le patient tousse, le patient mord sa sonde, le patient fait un pneumothorax, la sonde se bouche, et ben ça va sonner. Ça sonne, hein. Et surtout, les respirateurs, maintenant, ils ont une sécurité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse la pression maximum que vous avez réglée, il ne pousse plus. Il ne va pas pousser au-delà. Avant, il poussait. Il sonnait, mais il poussait. Donc, il faut avoir des catastrophes. Donc là, c'est une sécurité. Ça veut dire que si vous avez une sonde bouchée, ça va sonner parce que la pression dépasse la valeur maximum d'alarme que vous avez réglée, mais il n'y a rien qui rentre dans le patient. Donc, il faut aller réfléchir et savoir pourquoi la pression, par exemple, sonne. Autre réglage, on n'en a pas parlé, c'est la PEP. Ça vous dit quelque chose, la PEP? La PEP, c'est quoi? C'est la pression expiratoire positive. Quand vous avez branché, vous avez intubé votre patient, vous avez réglé le volume pour la fréquence, vous pouvez régler deux autres choses. C'est la fraction inspirée en oxygène, donc ça, vous allez regarder la saturation, la FiO2, hein, vous mettez plus ou moins d'oxygène. Et vous pouvez dire au respirateur de garder une pression positive que vous allez régler, vous, à la fin de l'expiration. Alors, nous, quand on ventile en respiration spontanée, on n'a pas de PEP. Moi, quand je finis d'expirer, j'ai zéro dans la bouche, j'ai zéro dans le poumon. Mais quand vous avez un patient qui relie un respirateur, vous pouvez lui régler une pression positive en fin d'expiration. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est, notamment quand les patients sont hypoxémiques, de garder les alvéoles plus ouvertes, ce qu'on appelle recruter. D'accord? Et donc en pratique, les valeurs, voilà, ça va entre 0 et 15 cm d'eau. Au-delà de 15 cm d'eau, c'est très élevé. Très souvent, on est entre 5 et 10, hein, ça dépend des patients. Et il y a un intérêt essentiellement respiratoire. Imaginez une alvéole qui est remplie de liquide, que ce soit une pneumopathie ou un œdème pulmonaire cardiogénique. Si vous mettez une pression positive en fin d'expiration, l'alvéole va rester plus ouverte. Et donc la surface d'échange entre l'alvéole et le capillaire est plus importante. Donc ça améliore l'oxygénation. Et puis, il peut y avoir un intérêt aussi hémodynamique, notamment chez les patients qui font un OAP cardiogénique. Vous savez, quand on fait un OAP cardiogénique, mettre de la pression positive dans le poumon, autour du cœur, ça diminue la précharge, ça diminue la post-charge, ça améliore le fonctionnement du cœur. Donc en fait, c'est un intérêt en plus chez les patients qui font un OAP, parce que ça améliore le fonctionnement du cœur de mettre de la pression positive autour du cœur. Voilà, ça c'est, je vous ai dit, c'est entre 0 et 15. Et je ne sais pas si j'ai une... Voilà, ça va vous parler un peu plus. Là, vous avez un modèle de poumon. Alors, c'est un très très simplifié. Vous avez un modèle avec une bronche et une alvéole. Vous avez en fait un patient qui fait un œdème pulmonaire. Donc, il a l'alvéole remplie de liquide. Donc, vous voyez que la surface d'échange, hein, c'est la petite flèche claire entre l'alvéole et le capillaire. Elle est assez réduite parce qu'il y a de l'eau qui est dans l'alvéole. Donc là, on a ce qu'on appelle un rapport ventilation-perfusion qui n'est pas bon, parce qu'on a une ventilation peut-être à 1 contre une perfusion à 4. Vous savez que physiologiquement, idéalement, c'est bien d'avoir un rapport à 1 ventilation-perfusion. Donc là, un patient comme ça, qui a de l'eau dans le poumon, il va être hypoxémique, puisqu'il y a un problème d'échange gazeux, une surface d'échange gazeux qui est réduite parce qu'il y a du liquide dans l'alvéole. Si, quand vous le ventilez artificiellement, vous mettez une pression, une PEP en fin d'expiration, votre alvéole, elle va être un petit peu gonflée. Et vous voyez que vous gagnez en surface d'échange et ça est très schématique, mais vous améliorez le rapport ventilation-perfusion, vous améliorez l'oxygénation des patients.
Donc un patient qui a un œdème pulmonaire, qui est intubé, quand on lui met une pression positive de fin d'expiration, la plupart du temps, on améliore ces gaz du sang, on améliore sa PO2, on peut diminuer la fraction inspirée en oxygène, en tout cas on améliore l'oxygénation, notamment par ce phénomène donc, de recrutement de l'alvéole.